Moi, personnellement, le cancer, c'était quelque chose qui m'attirait comme thématique. Il me semblait évident qu'il y avait une nécessité. Ah, moi, c'était vraiment très petit, dès l'école primaire, sûr. Ouais, vraiment. Le côté manuel, expérimentation, travailler avec des pipettes, des tubes, des liquides, des couleurs, des machins, ça me fascinait complètement. Et ça a commencé comme ça, ouais, j'avais pas 10 ans, ça c'est sûr. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur les cancers pédiatriques. Je suis content de venir tous les matins, essayer de découvrir de nouvelles choses. Il n'y a pas un matin qui se ressemble. Moi j'aime bien effectivement comprendre pourquoi ça touche ce type de personnes, comment ça touche ce type de personnes, et essayer de leur apporter un peu d'espoir. Essayer de trouver de nouvelles thérapies, essayer de faire avancer un peu la science. Alors nous sommes ici à la faculté de médecine, nous sommes en plein centre-ville de Nantes. Et donc tout cet étage, tout l'étage sud du bâtiment est consacré à notre équipe de recherche où nous sommes, en fonction des moments de l'année, des stagiaires entre 25 et 35 personnes. Vous êtes dans les locaux de l'équipe 9 du CERCI de ENA qui s'appelle CHILD et qui s'intéresse au sarcome osseux pédiatrique. Donc une tumeur qui trouve son origine au niveau de l'os et qui touche principalement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes jusqu'à environ 25 ans. On va aller comprendre pourquoi les cellules ne répondent pas aux chimiothérapies actuelles, essayer de détecter des vulnérabilités dans ces cellules résistantes pour développer de nouvelles thérapies, donc de nouvelles molécules. Moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir des nouvelles choses et essayer de comprendre comment les choses elles fonctionnent. Là, on pensait que la molécule, par exemple, elle allait être très efficace sur un court terme. On se retrouve avec une molécule qui est efficace, oui, mais sur un long terme. Donc là, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça prend aussi longtemps, à quelle concentration de molécules on va réussir à atteindre un effet suffisamment important. Et donc tout ça, ça passe par plein de tests préliminaires avant de trouver les doses efficaces, les mécanismes que ça va impacter, etc. Pendant trop longtemps, on a considéré qu'un enfant c'était un adulte en miniature et qu'il suffisait de proportionner les doses de traitement pour traiter ces patients-là. C'est pas du tout le cas. La façon dont son métabolisme, la façon dont son organisme, de manière plus simple, fonctionne est tout à fait différente. Il ne réagit pas de la même manière au traitement. Donc ça nécessite d'adapter les traitements, mais pas juste d'adapter les doses, d'adapter carrément la nature du traitement, et puis ça nécessite aussi de se projeter dans le futur d'une manière différente. Quand vous traitez un patient qui a 80 ans et qui a un cancer de la prostate, est-ce qu'il faut se soucier des conséquences du traitement 50 ans plus tard? Probablement pas. Quand on traite un enfant qui a 5-6 ans, est-ce qu'il faut se soucier de ce qui va se passer à cause de ce traitement 50 ans plus tard? Oui. C'est un combat, effectivement, c'est un combat puisque on parle de tumeurs qui affectent quand même des jeunes enfants. Les jeunes enfants sont quand même l'avenir de demain. Et essayer d'améliorer le pronostic, essayer de comprendre pourquoi ces enfants développent, parce qu'ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait, ils ne se sont pas exposés volontairement pour avoir ce type de pathologie. Et ne serait-ce que de comprendre pourquoi ils ont développé ces tumeurs peut nous faire avancer sur à la fois la prévention, mais aussi le développement de nouvelles thérapies. Je suis en train de traiter des cellules d'ostéosarcome avec des extraits d'éponges marines pour voir s'il y a un effet des extraits d'éponges marines sur la prolifération des cellules et si elles tuent les cellules d'ostéosarcome ou pas. Ah bah, la recherche, c'est l'enjeu. Alors là, on ne voit pas trop les patients, mais c'est l'enjeu de pouvoir à terme soigner un jour les patients, même si là, on est sur de la recherche fondamentale, donc on en est loin, mais comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans le cancer et puis plus tard soigner des patients, on espère. Alors moi je suis ingénieure en bioinformatique, donc la bioinformatique en général ça parle pas aux gens.
Ça va être tout ce qui est utiliser de l'informatique, des méthodes informatiques pour interpréter les données biologiques. Là où avant, sans un bioinformatique, il testait 1 ou 2 gènes à la fois, moi je vais tester les 20 000 à la fois pour l'humain. Et ça nous fait une bonne base déjà pour déblayer le terrain et eux qu'ils puissent s'intéresser directement aux bons gènes. Ça ne se substitue pas non plus à ce qu'il fait au niveau expérimental. On ne peut pas tout faire avec de la bioinformatique non plus. C'est complémentaire avec ce qui est fait. Moi, en fait, je suis assistant ingénieur au sein de l'équipe 9 et mon rôle, c'est de conduire les projets en histotechnologie. Donc en clair, les projets de recherche qui conduisent sur des expériences in vivo me sont confiés pour aller analyser les tissus au microscope. L'histologie ou l'histotechnologie, c'est l'ensemble des techniques qu'on va mettre en œuvre pour étudier les tissus. Voilà, c'est vraiment l'histotechnologie. Ici, on est face au colorateur qui a été financé par la Ligue contre le cancer. Et donc, cet automate nous permet quoi? En fait, on va mettre des lames dans un panier qui est comme ça. Et ce panier, qui est avec une anse particulière, va être mis dans le colorateur. Et chaque anse de couleur va permettre de lancer un programme spécifique. Et bien typiquement, cet appareil-là, grâce à la Ligue contre le cancer, en fait, on a pu vraiment fiabiliser la qualité de notre travail et donc on peut faire perdurer l'activité d'histologie du laboratoire. C'est clairement pas neutre et c'est vrai que c'est là où relève toute l'importance d'avoir le soutien de la Ligue contre le cancer, des associations en fait qui nous permettent de pouvoir faire de tels investissements. Indépendamment de la structure du bâtiment, en termes de fonctionnement, l'académique nous donne à peu près 20 à 30% maximum de notre budget. Donc il faut aller chercher l'argent ailleurs, et notamment auprès de la Ligue contre le cancer notamment. De plus en plus, il est essentiel que les fondations, les associations de patients s'impliquent dans la recherche. Ce sont des personnes qui donnent une aide considérable à la recherche. Ça motive, mais ça donne aussi des moyens, donc c'est essentiel. Et donc mon travail aujourd'hui n'est plus tellement de faire de la recherche à la paillasse, mais plutôt de concevoir, d'organiser, de manager les équipes et de communiquer avec le public et avec évidemment la communauté scientifique. On rédige des rapports pour demander l'argent, puis après on rédige des rapports pour justifier ce qu'on a fait de l'argent au milieu, pendant qu'on a l'argent, puis à la fin on rédige un rapport pour expliquer à la fin ce qu'on a fait avec cet argent, puis des bilans financiers, etc. C'est tout ça que je mets dans le temps que je passe pour trouver et gérer l'argent, on va dire. Oui, c'est vrai, il y a la gestion aussi, la gestion financière, la gestion comptable, on va dire un petit peu. Combien de temps j'y passe? Je dirais au moins la moitié de mon temps, ça c'est sûr. Il n'y a pas le choix, soit on fait ça, soit on ne travaille pas. Sans les associations, effectivement, nous aurions beaucoup de mal à avancer. Aujourd'hui, je pense que les associations représentent pas loin de 50% de nos financements. Aussi bien le consommable qu'on utilise tous les jours, hein, le plastique pour cultiver les cellules tumorales, les milieux, tout l'équipement qui est associé, donc c'est-à-dire les machines. C'est vrai qu'aujourd'hui, les associations arrivent à lever des fonds beaucoup plus importants qui nous permettent de financer des appareils à plusieurs milliers d'euros, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est primordial d'avoir ce type de financement. Oui. Bon, c'est bon, tout le monde est présent. Donc bienvenue pour notre réunion d'équipe. On va commencer comme on fait habituellement par un petit tour de table pour savoir ce que chacun a rapporté de sa semaine précédente. Je pense que du point de vue des patients, ça avance pas assez vite. C'est une certitude, mais ils ont bien raison, ça avance jamais assez vite. Et puis, de notre point de vue à nous, on connaît les délais, on connaît le temps, on trouve que ça avance à la vitesse à laquelle ça peut avancer avec le nombre que l'on est dans l'équipe et l'argent qu'on a à notre disposition. C'est aussi bête que ça, hein. Si on était 2 fois plus avec 2 fois plus d'argent, ça avancerait probablement 2 fois plus vite. C'est assez linéaire hein, comme facteur. Ça avance doucement, mais ça avance. On comprend mieux comment la tumeur se développe, on comprend mieux comment elle résiste, on arrive à proposer des alternatives thérapeutiques et depuis une dizaine d'années, on voit que la recherche pédiatrique
aussi bien au niveau national qu'européen et voire international, s'organisent en réseau. Et c'est ce qui fait la force de cette recherche aussi, c'est qu'ensemble on est plus fort.